Ce dont on va discuter aujourd'hui, c'est une partie de la chose que vous avez mentionnée. C'est la première partie, c'est comment on déploie vite des technologies qui existent et surtout à quelle vitesse elles se déploient à l'heure actuelle et quels sont les freins. Ce sont les résultats d'une étude qu'on a fait sur les derniers mois, qui sera publiée très bientôt, où on s'est posé la question un petit peu, vous connaissez tous l'expression latine, festina lente, qui est un peu l'histoire de la transition énergétique, c'est qu'on veut aller très vite, il y a des choses qui bougent très vite. Par contre, si on regarde globalement, ça va très lentement et beaucoup trop lentement. Et on a essayé de regarder qu'est-ce qui est en train de se passer, quelles sont les dynamiques, qu'est-ce qui explique que certaines choses ne vont pas aussi vite qu'on le pensait, qu'est-ce qui explique que d'autres choses vont très vite et comment ça pourrait évoluer dans le futur. Et ce qu'on va faire bientôt, c'est répondre à la deuxième partie de votre question, qui est quel est le rôle des nouvelles technologies. Parce que là, on va parler des choses qui sont disponibles et qu'on peut déployer très vite. Le GIEC rappelle que jusqu'à 2030, on a 95% de ce qu'il faut pour décarboner. Par contre, après, il se pose une autre question qui est des technologies à développer. Et on en parlera dans d'autres événements. Donc l'idée aujourd'hui, et je regarde ma montre, c'est de discuter vitesse de déploiement des technologies et qu'est-ce que ça veut dire sur nos objectifs climatiques. D'accord ? Si on prend... en plus, il fait très chaud en ce moment, c'est vrai qu'on est largement au-dessus des normales saisonnières. L'idée de base, c'est de dire... le changement climatique, il est là, c'est réel. Et juste, j'aime bien montrer cette carte pour rappeler une chose, c'est que quand on parle de changement climatique, on parle d'une moyenne globale sur la température, on est à plus 1,1 degré. Mais vous connaissez peut-être l'expression qui dit si vous avez les pieds dans le four et la tête dans le frigo, en moyenne, ça va. C'est un peu ça le changement climatique aussi, c'est-à-dire qu'en moyenne, 1 degré, ça ne paraît pas beaucoup. Si on regarde ce qui s'est passé en 2021 au niveau des pôles nord-sud, au niveau du cercle polaire, etc., on est déjà à les plus 4, plus 5 degrés, on a déjà des régions qui sont très touchées. La France est déjà historiquement à plus 2 degrés, ça va très vite. Ce qui est important pour la décarbonation, c'est combien de CO2 on peut encore émettre. Alors on peut, c'est une norme, combien de CO2 on veut encore émettre pour rester sous une température donnée. Et c'est ça qui va en fait donner le rythme auquel on doit transformer le système, puisque 75% des émissions mondiales sont dues au secteur de l'énergie, qui est le secteur qui nous intéresse. Et selon la limite qu'on se fixe, on a un certain budget de CO2 qu'on peut émettre. Juste quelques chiffres, si on se place à 1,5 degré, qui est la limite basse de l'accord de Paris sur le climat, il reste à peu près 400 milliards de tonnes de CO2 qu'on peut émettre. Ça paraît beaucoup, 400 milliards de tonnes au final, mais c'est seulement 10 ans d'émissions mondiales, voire même un peu moins, parce que 2021, les émissions n'ont pas baissé, on en a émis 45 milliards. Si on dit 2 degrés, on peut aller jusqu'à 1200 milliards de tonnes de CO2, c'est après 30 ans d'émissions mondiales, d'accord, c'est un peu plus, ça ne reste pas non plus énorme. Et ce qui est important, c'est que c'est vraiment une cumulation. La température est directement proportionnelle à la quantité de CO2 qu'on met dans l'atmosphère. Quand on arrête de mettre du CO2 dans l'atmosphère, le climat se stabilise. Et ça, c'est hyper important, parce que ça veut dire qu'il faut agir très vite, et tout ce qu'on fait maintenant, en effet maintenant, pas dans 30 ans. Donc la temporalité, elle est fixée par ça. Le temps qui nous reste pour aller à une certaine température. À partir de là, il faut réussir à faire en sorte que les émissions suivent ce budget. D'accord ? Donc si on regarde un petit peu, si vous avez suivi la COP26 qui était l'année dernière, les rapports du GIEC qui viennent de sortir, je suis sûr que vous avez tous lu les 3 rapports du GIEC. En plus c'est gratuit, ça vous économise des romans, donc c'est quand même plutôt intéressant. Et puis ça fait 1200 pages, ça occupe. Même plus, 3 fois 4000 pardon. Donc si on regarde un peu ce qui a été promis ce qui est en cours à l'heure actuelle, c'est la trajectoire bleue. Alors vous allez toujours voir des choses qui augmentent avec le temps, puisqu'il n'y a rien de plus dur à prédire que le futur. Et donc plus on s'éloigne dans le temps, moins on sait exactement ce qui va se passer. On est sur une trajectoire à peu près à plus 3 degrés à la fin du siècle. Toujours se rappeler que quand on dit plus 2,5, plus 3 degrés, il faut rajouter 1 degré au-dessus, 1 degré en dessous. Il y a une grosse barre d'incertitude. Et entre 2,5 et 4,5, ce n'est pas exactement la même chose. Si on tient en compte les promesses que les États ont fait à la COP26, qui était avant la crise du gaz et avant la guerre en Ukraine, quand même, ça va changer quelques petites choses, on est sur une trajectoire à 1,82 degrés, c'est-à-dire qu'on pourrait, en théorie, si tout le monde faisait ce qu'il avait promis, se rapprocher des accords de Paris. Et ce qu'il faudrait faire pour atteindre 1,5 degré, l'accord de la COP 21, c'est la courbe verte. En gros, c'est diminuer de 40% les émissions mondiales d'ici 2030. 2030, c'est que dans 8 ans, même 7 ans et demi, si on compte que 2022 est déjà passé en moitié. Et atteindre la neutralité carbone à peu près en 2050. D'accord ? Ça donne un peu l'échelle de temps. Donc on passe d'une courbe qui monte et qui n'a pas commencé à descendre à une courbe qui doit descendre extrêmement fort. Ce qui amène le concept de transition énergétique, puisque 75% des émissions viennent de l'énergie. L'énergie va être le secteur qui va être le plus important à transformer et rapidement.
Alors, vous savez, je viens du monde de la science, et quand la première chose qu'on fait quand on travaille sur un sujet, c'est d'essayer déjà de le définir. Et en fait, transition énergétique, ça veut dire plein de choses pour plein de gens dans le domaine académique. Pourquoi? Parce que ça dépend si on considère la transformation du système lui-même, c'est-à-dire qu'on peut définir la transition énergétique comme la transition d'un modèle économique basé sur des sources d'énergie et des utilisations d'énergie à un autre modèle économique basé sur d'autres sources d'énergie et sur d'autres technologies. Ou on peut dire, on garde le même système économique, on transforme que l'énergie, c'est aussi une façon de transitionner. Ce qui va nous intéresser ici, c'est la définition d'un historien de l'énergie qui est basé au Canada, qui dit que c'est la temporalité qui va nous intéresser. Combien de temps ça met pour qu'une source d'énergie ou une technologie dans l'énergie puisse arriver à une part significative du marché? Parce que c'est vraiment ça le défi, c'est de prendre quelque chose qu'on a, qui va faire l'éolien en ce moment, c'est 2 à 3% de l'énergie mondiale, si on parle en énergie primaire, et ça devrait arriver au moins au quart de l'énergie primaire mondiale d'ici 30 ans. Et la question c'est comment, quelles sont les dynamiques qui nous permettent d'arriver à ce point-là. La première chose dont il faut se rappeler, c'est historiquement qu'est-ce qui s'est passé, parce que clairement on n'est pas exactement sur les tendances, et tout ce qu'il va falloir faire à partir de maintenant n'a jamais été fait. Historiquement, c'est la première fois qu'on va changer de mode de fonctionnement de notre système énergétique parce qu'on n'a pas le choix, ou parce qu'on croit qu'on n'a pas, parce qu'on pense qu'on n'a pas le choix. Historiquement, si on est passé du pétrole, du charbon au pétrole, c'est parce qu'on a développé des nouvelles technologies, c'est parce qu'il y avait des choses qui étaient plus pratiques, on pouvait faire d'autres choses, d'accord ? À chaque fois, on gagnait un peu en bonus. Le gaz, c'est extrêmement dense si on comprime, on peut le transporter, il y a aussi pas mal d'avantages. Là, on sait qu'on va passer sur des technologies qui sont plus complexes à gérer, que ce soit des renouvelables ou du nucléaire. Et en plus, le tempo nous est fixé. Ce n'est pas quelque chose qu'on a choisi de faire nous-mêmes. Et ça, c'est deux choses qui sont vraiment uniques et qu'il faut vraiment garder en tête. On est à peu près, à l'heure actuelle, à 80% de notre énergie qui est née par des énergies fossiles, pétrole, charbon, gaz. Alors vous avez parlé de gaz naturel, je parlerai de gaz fossile juste pour faire la différence. Et ça fait 50 ans qu'on est à peu près là, avec une petite baisse entre 73 et 2000 et une augmentation en 2000. Pourquoi on s'est mis à réutiliser plus de... Pardon. Exactement. Ouais. Vous savez que dès que vous voyez des courbes qui montent à partir de 2000, vous pouvez dire c'est la Chine. Si on prend un scénario du type IEA, l'Agence internationale de l'énergie, eux nous disent qu'on va passer de 80% à peu près 20-25% en 30 ans. Et ils sont extrêmement... il y a encore énormément d'énergie fossile dans leur scénario. Ça, c'est important de s'en rendre compte parce qu'ils pensent qu'on va pouvoir capter pas mal de CO2. On pourrait discuter, certains scénarios disent qu'il faut aller à zéro. Mais rien que cette pente-là vous donne un petit peu le rythme qu'il va falloir suivre. Maintenant, quelque chose qui est clair, c'est que plus on avance dans le temps, plus les technologies se développent vite. Alors, ne regardez pas en détail, mais c'est une étude qui a fait pas mal de buzz il y a une quinzaine d'années, qui regarde aux États-Unis combien de temps il a fallu pour que différentes technologies se propagent. Ça va de l'électrification, qui a commencé au début du XXe siècle, et pour l'ensemble des foyers américains et l'électricité, il a fallu 50 à 60 ans. Les réfrigérateurs, ça a pris du temps, le téléphone filaire, ça a pris un temps fou à se déployer, etc. Par contre, on sait aussi que des technologies nouvelles se déploient très vite. Je suis assez vieux pour avoir vu le premier iPhone, vous savez qu'à l'époque où on pensait que ça ne marcherait pas parce qu'il n'y avait pas de clavier. Entre 2000 et 2016, on est passé de 700 millions de téléphones portables dans le monde à 7,4 milliards de téléphones portables en 15 ans. Sachant qu'un téléphone portable, ça a une durée de vie de 18 à 24 mois. Donc vous imaginez le nombre de téléphones qui ont été construits sur cette période. Donc ça va très vite. Entre 2010 et 2016, on est passé de 6% des gens aux États-Unis qui avaient un iPad, ou un équivalent iPad, une tablette, à 60%. Donc il y a des choses qui se développent très très vite. Et effectivement, quand on regarde, plus on avance, Internet, ça s'est déployé à une vitesse extraordinaire. Plus on avance, plus les technologies se sont déployées très très vite. Donc ça, c'est intéressant d'un point de vue, parce qu'on pourrait se dire, 30 ans, c'est une génération. Si on doit changer un système énergétique en 30 ans, déployer des éoliennes en 30 ans, ça ne doit pas être extrêmement compliqué si on arrive à faire des téléphones portables. Pourquoi je le mentionne? Parce que ça implique un premier biais cognitif, qui est que comme on est habitué à ce que les choses aillent très vite, parfois on minimise un petit peu la difficulté de la chose, puisqu'encore une fois, on se dit on était capable d'inventer un iPhone et de le vendre iPhone ou équivalent et de le vendre à quasiment tout le monde sur la planète. On est au point maintenant, il y a plus de téléphones que d'habitants sur Terre. Ce qui ne veut pas dire que tout le monde en a un, mais ça vous montre un petit peu le point où on en est arrivé. Et on peut regarder en fait entre le temps où une invention a été développée et le temps où les gens l'ont vraiment adopté. Donc si on prend la courbe d'adoption, on considère 50% d'adoption et on regarde le moment entre lequel ça a été inventé et le moment où on est arrivé à 50% d'adoption. Et effectivement, ça baisse au fur et à mesure du temps. Et vous voyez, par exemple, Internet, on est sur des périodes de 10 ans entre le moment où c'est inventé et déployé, et le moment où c'est déployé à 50%. Donc on est sur des choses qui vont très 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 vite.
Malheureusement, il y a une différence fondamentale entre ça et l'énergie. C'est que si j'introduis un nouveau téléphone portable, j'arrive en bout de la chaîne. Et je vous propose un service qui est meilleur et qui souvent va être moins cher. Parce qu'un téléphone portable, maintenant, ça fait plein de trucs. On a besoin que d'un appareil pour faire plein d'activités. Donc en termes de coût, on a diminué le coût, on a permis de déployer très vite. Ça amène quelque chose qui n'existait pas. Ça ne remplace pas grand-chose, puisque ça remplace les anciens téléphones, mais comme ça amène des nouvelles fonctions, on n'est pas sur une concurrence directe. Dans l'énergie, on ne va pas avoir ça. D'une, on arrive en début du système. Si vous utilisez plus de voitures à pétrole, si vous voulez électrifier par exemple les voitures, il faut produire plus d'électricité, il faut électrifier les voitures, il faut mettre des bornes de recharge. En fait, quand vous changez de système énergétique, dans beaucoup de cas, vous changez l'ensemble du système. Donc on voit bien naturellement qu'il doit y avoir une inertie plus grande, puisqu'il ne s'agit pas de remplacer une chose par une autre. Et encore une fois, j'ai rien contre les renouvelables sont plus compliqués à gérer qu'une centrale à gaz. C'est juste comme ça, c'est une centrale à gaz, ça se pilote très très bien. En 5 minutes, ça passe de 0 à 100% de sa puissance, c'est génial. Une éolienne, ça le fait aussi, mais pas quand vous le voulez. Et donc, le système est plus complexe à gérer. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas possible, ça veut juste dire que ça demande plus de complexité. L'autre chose qu'il faut garder en tête, c'est que même si les produits se déploient de plus en plus vite, l'innovation en elle-même, elle prend un peu plus de temps. Pourquoi? Parce qu'on est quand même arrivé à des niveaux où il y a plein de technologies qu'on a vraiment perfectionnées. C'est-à-dire, si vous voulez faire de la recherche sur des moteurs thermiques à l'heure actuelle, oui, on arrive encore à améliorer les moteurs diesel, mais on est quand même à la marge. C'est-à-dire que les plus gros moteurs dans le monde, je ne sais pas si vous savez où sont les moteurs diesel les plus efficaces au monde, dans quelle utilisation? Exactement, ouais. Parce qu'ils sont énormes. Ouais. C'est 50% d'efficacité, on est très proche de la limite thermodynamique. Donc souvent on a l'image de ces moteurs qui sont dégueulasses, qui crachent de la suie, etc. Parce que ça peut brûler à peu près tout ce que vous voulez. Sauf que c'est extrêmement efficace. Donc là, si vous voulez innover là-dessus, ça prend du temps d'aller chercher les quelques pourcents qui vous restent à aller chercher. Il y a une étude qui est sortie l'année dernière qui montre qu'effectivement dans l'énergie, alors c'est un peu binaire, ils classent les énergies en propre et sale, c'est pas moi qui ai fait l'étude, mais il montre qu'entre le premier brevet pour une nouvelle application et la première application et la première publication scientifique, entre la première publication scientifique, c'est-à-dire une idée, des scientifiques qui ont une idée d'un concept, et le premier brevet, la durée s'allonge continuellement depuis 50 ans, parce que ça devient un petit peu plus difficile. Il y a des innovations de rupture, mais les innovations continues prennent un peu plus de temps, parce que on va chercher les gains marginaux. Au bout d'un moment, on est tous pareils, on prend les low-hanging fruits en premier, et après ça devient plus dur d'aller chercher les gains. L'autre chose qu'il faut savoir, c'est que dans l'énergie, historiquement, les choses se sont passées très lentement. On oublie parfois. Si on regarde combien de temps il a fallu pour que les énergies fossiles se déploient. Un critère, c'est de dire à partir de 5%, je regarde à partir de quand une source d'énergie atteint 5% de l'énergie primaire et je regarde jusqu'où elle est allée en 50 ans. C'est juste une période de temps. Alors on oublie souvent, le charbon, ce n'est pas l'énergie du 19e siècle, c'est l'énergie du 20e. Le charbon, il a atteint 50% de l'énergie mondiale seulement en 1910. Jusqu'avant, c'était la biomasse qui dominait. Si je regarde le charbon, 5% de l'énergie mondiale en 1840. Il a fallu 50 ans pour que le charbon passe de 5% de l'énergie mondiale à 40%. Si je regarde le pétrole, 1915, le pétrole représente 5% de l'énergie mondiale. En 50 ans, le pétrole est passé de 5% à 30% de l'énergie mondiale. Gaz, dernière énergie fossile qu'on a utilisée, 1930, 5% de l'énergie mondiale. En 50 ans, on est arrivé qu'à 20% de la part de marché. Vous voyez un peu la tendance? Ça va de plus en plus lentement. Pourquoi? Il y a deux raisons. Pardon. Le marché grossit. Exactement. D'une, la base augmente. Si vous aviez 5% de l'énergie en 1840, c'est quelques hexajoules. D'accord? Donc c'est faisable. 1915, on était déjà à pas loin de 50 hexajoules. 1930, on était déjà à une trentaine, quarantaine. D'accord? Si on arrive maintenant, 600 hexajoules, c'est le système énergétique mondial. 5% de 600 hexajoules, c'est déjà beaucoup plus d'énergie que vous avez à l'époque. Donc la base grossit. Ça, c'est un vrai. Alors c'est à la fois, on en parlera, c'est à la fois une opportunité. Donc, vous avez une phase de croissance, il y a plus de demandes, mais c'est un défi parce que vous courez après une cible qui s'éloigne. C'est un peu l'histoire de ma carrière, j'ai couru après la fusion pendant 20 ans. L'autre chose aussi, c'est que la technologie. L'autre chose, c'est que ça devient de plus en plus complexe. Les choses qu'on utilise sont plus complexes. Au début, en Angleterre, le charbon suffisait de gratter un peu le sol, et vous en aviez. Alors après, on est vite allé profondément dans des mines, mais c'était quand même, on est arrivé à le récupérer assez facilement.
Le pétrole, on a tous l'idée, enfin les images, j'ai tourné encore un podcast ce matin, du pétrole qui jaillissait comme ça parce que c'était fortement sous pression dès que vous commencez à ouvrir un puits. Maintenant, le pétrole, on va le chercher très très profondément. D'accord, ça devient beaucoup plus complexe. On est de meilleurs, on est de plus en plus bon, mais on va le chercher sur des choses qui sont de plus en plus complexes. Le gaz, pendant très longtemps, et je parle sous votre contrôle, pendant très longtemps, on ne savait pas quoi en faire. Parce qu'on ne savait pas le stocker, on ne savait pas le transporter, donc on le laissait filer. À un moment, on s'est dit c'est peut-être mieux de le brûler, donc on torche. Mais il a fallu quand même développer plein de choses. Et le GNL, c'est un très bon exemple de technologie qui a pris énormément de temps à se développer. Rien que de comprendre comment liquéfier un gaz, pour ceux qui ont fait de la physique, compression-détente, c'est extrêmement compliqué. Il a fallu déjà développer le process, on l'a développé pour l'air, ensuite on l'a développé pour après il a fallu des méthaniers, enfin, il y a eu pas mal de choses. Et on va revoir la même histoire avec l'hydrogène. Allez, comprimer l'hydrogène, on sait faire. Le transporter d'un point A à un point B par bateau, c'est pas simple. Donc deux choses, la base augmente, la complexité augmente. Et la complexité, elle ne va pas diminuer, et la base, elle ne va pas diminuer non plus pour l'instant. En plus, les technologies mettent du temps à se développer. Si je prends l'histoire de l'éolien, qui cristallise beaucoup de choses en France en ce moment, première éolienne, alors je passe les moulins à vent, je parle que des éoliennes qui font de l'électricité. La première éolienne qui a fait de l'électricité pour une maison, c'est 1888 aux États-Unis, 16 kW. Ça permettait juste d'alimenter quelques ampoules. Alors si j'étais un peu pointu, vous me direz non, c'est pas vrai, il y en a une un an avant au Danemark qui a permis de charger une batterie. Mais là, c'est la première application directe, donc on compte celle-là. 1940, on était déjà capable de faire des éoliennes d'1 mégawatt. Sauf qu'on n'avait pas les matériaux qu'il fallait. Donc au bout de 1000 heures de fonctionnement, elle a cassé. Et on a arrêté là parce que voilà, on n'avait juste pas les composites qu'on a maintenant. Et si vous voyez les éoliennes qu'on a maintenant, les pales, c'est des beaux matériaux composites, c'est profilé, etc. C'est vraiment, il y a de la recherche dedans. Le programme a été relancé dans les années 70 par la NASA. On est revenu en arrière, puissance 200 kW, diamètre de 30 mètres. Et vous savez tout ce qui est en train de se passer maintenant. Elles deviennent de plus en plus grosses et de plus en plus puissantes. Les plus gros bébés maintenant, c'est des trucs comme la Aliad X de GE, c'est 13 à 15 MW, ça fait 260 mètres de diamètre. Alors c'est pour le offshore, on met pas ça sur Terre, mais ça vous montre un petit peu la complexité. Donc il a fallu quand même beaucoup de temps, et l'éolien a commencé à vraiment se développer dans les années 2000, d'accord, donc 112 ans après la première éolienne qui a fait de l'électricité. Il y a des choses qui peuvent aller très vite, à contrario. Le nucléaire, c'est un exemple de technologie qui s'est développé extrêmement vite. Alors, découverte de la radioactivité de 1898 par Marie Curie. Mes premières applications vraiment de la radioactivité, du nucléaire, Seconde Guerre mondiale. Premier réacteur commercial, premier réacteur électrique 51 aux États-Unis, première centrale 54, premier réacteur commercial 56. Entre 56 et 90, on construit 420 réacteurs dans le monde. On n'a jamais été aussi vite dans une technologie dans l'énergie. Entre 65, on avait 40 réacteurs déjà, et 1990, on est passé à 420 réacteurs. La production électrique a été multipliée par 56 en 20 ans. L'éolien, le meilleur qui a été fait, c'est un facteur 48-50. Donc c'est rapide, mais quand même, on voit que le nucléaire allait très très vite. Sauf que, on voit le problème du nucléaire, c'est que ça s'est arrêté. Et que la question c'est comment vous relancer. Ça ne se traduit pas en français, je suis désolé, mais les Américains disent le nucléaire, c'est pas d'offense, c'est a successful failure. C'est la plus grande réussite qu'on ait eue dans l'énergie. Et d'ailleurs, tout le monde pensait, beaucoup de gens pensaient que dans les années 2000, on aurait 100% nucléaire. Sauf que ça s'est arrêté dramatiquement. On a, depuis 90, on construit quasiment plus de réacteurs, ou très peu, et on en construit à peine assez pour compenser les fermetures. Donc on reste sur un parc qui est à peu près constant. Et ça, c'est une vraie problématique à prendre en compte, c'est que oui, on peut aller très vite pendant un moment, et puis il peut se passer des choses qui font que ça s'arrête. Et donc ça, c'est à prendre en compte si vous voulez déployer quelque chose à l'échelle. Si on regarde des scénarios de type Agence internationale de l'énergie, alors, dans la majorité des scénarios, vous allez voir les gens, c'est compliqué, regardez pas ça, mais les gens considèrent que le nucléaire aura un rôle à jouer, mais les déploiements sont lents, on en parlera après, donc ça sera principalement des mix renouvelables. L'IEA considère que 80 à 90% de l'énergie en 2050, ça sera de l'énergie renouvelable, éolienne et solaire principalement, un peu d'hydroélectrique, mais principalement éolien et photovoltaïque. Avec des rythmes qui sont assez agressifs, à tel point que ce qu'ils considèrent pour le photovoltaïque entre 2020 et 2050, c'est une multiplication par 20 de la capacité installée. Et pour l'éolien, ils pensent que ça ira un petit peu moins vite pour différentes raisons, c'est une multiplication par 11 de la capacité installée. Donc vous voyez, on est sur des choses qui sont quand même assez rapides à mettre en œuvre. Et en plus, et ça c'est une spécificité, ils considèrent que la demande énergétique ne va pas augmenter. Ils considèrent que la demande énergétique... Pardon ?
Alors non, on en parlera après, je pense qu'ils ont raison. L'électrification fait que vous avez besoin de moins d'énergie. Et rien qu'en France, on sait qu'en électrifiant, on va diminuer de 40% la demande d'énergie finale. En électrifiant le transport, chauffage, en isolant un peu les bâtiments. Donc on peut faire baisser la demande en énergie finale assez significativement. Mais ça implique que tout le monde le fasse, d'accord ? Donc il se considère que la demande énergétique mondiale est telle que les pays riches utiliseront moins d'énergie finale, les pays en développement naturellement beaucoup plus, et que ça se compense plus ou moins d'ici 30 ans. Et ce qu'on voit, c'est que le déploiement est d'ailleurs principalement dans les pays en voie de développement. À quoi ça ressemble le déploiement du solaire et de l'éolien mondial ? C'est ça, c'est deux courbes qui ressemblent à des exponentielles. C'est un taux de croissance pour le solaire, d'ailleurs c'est inversé, pardon, non, c'est bon. C'est pour le solaire, sur 20 ans, on était à 13% par an, sachant que le solaire a tendance à pas mal accélérer en ce moment. Sur l'éolien, on était à 26% par an, sachant que l'éolien a tendance lui à ralentir. On en parlera juste après. Mais c'est des courbes qui sont assez installées. On a atteint le point où on s'approche du terawatt installé sur ces technologies, ce qui est quand même assez... 1 terawatt, c'est 1000 gigawatts. C'est à peu près l'équivalent de la puissance du parc électrique américain, juste pour un ordre de grandeur. Donc oui, ça va très vite. Et c'est censé aller beaucoup plus vite. On est sur des taux de déploiement sur les renouvelables de 100 à 150 gigawatts par an. D'accord, ça fait quand même des chiffres assez impressionnants. L'IEA dit que ça va accélérer. Ça doit accélérer encore, en fait on n'a pas trop le choix. Et il considère qu'on va avoir une multiplication par 4 du taux de déploiement sur les 8 ans à venir. De passer de 120 à 140 gigawatts par an, on va passer à 640 gigawatts par an sur le solaire, à peu près 400 gigawatts par an pour l'éolien, avec un petit ralentissement, parce que les gens vont se tourner vers l'offshore, et l'offshore prend plus de temps. Et ça vous donne déjà une chose importante dont on va parler juste après, c'est que quand on pense en exponentielle, il faut toujours penser au fait que ça s'arrête au bout d'un moment. D'accord ? Une exponentielle, vous rajoutez un certain pourcentage par an, on a bien vu ça avec par jour, on a bien vu ça avec le Covid. Naturellement, au bout d'un moment, en fait, vous êtes obligé, votre taux de croissance est obligé de diminuer parce qu'il y a un maximum que vous pouvez atteindre. D'accord ? Et c'est ce que prévoit par exemple l'IEA. Sachant que 10, pendant 20 ans, on est capable de garder un certain taux après. Donc ça va accélérer, ça se stabilise pendant 20 ans et après ça ralentira. C'est une hypothèse assez posée. Donc nous, on a regardé sur 60 pays. Qu'ont fait les différents pays et est-ce qu'il y a des grandes différences entre pays ? Alors ça, c'est juste pour dire qu'on a fait plein de points. Ce qu'on remarque, c'est qu'il n'y a pas trop de corrélation entre solaire et éolien, c'est normal, parce que selon les territoires, les gens n'installent pas la même chose. Mais surtout, ce qu'on remarque, c'est l'ensemble des pays, ils sont sur quelques gigawatts installés par an. Si on prend l'ensemble des pays développés, c'est à quelques gigawatts installés par an. Les seuls deux pays qui sont vraiment très loin, c'est les USA et la Chine. La Chine, on en entend tous parler. Les USA pour aller beaucoup plus vite. Et ça, c'est juste en capacité installée. Si maintenant je normalise sur la production électrique, tous les pays se tiennent sur un facteur 2. Ils augmentent la capacité installée de 0,5 à 1% par an par rapport au total de la production. Donc je normalise par rapport à la production d'électricité et ils remplacent 0,5 à 1% par an de leur électricité par des renouvelables. Et tous les pays tiennent, ou presque tiennent dans ce facteur 2. Ce qui est assez impressionnant, c'est qu'en fait, il n'y a pas vraiment de gens qui vont beaucoup plus vite si on normalise. On pourrait déjà se poser la question. Alors 0,5 à 1% par an, ça vous dit tout de suite que si vous voulez aller jusqu'à 100%, ça prend du temps. Le truc, c'est que là, on parle de 25% de la consommation globale, donc on parle d'électricité uniquement. Ouais, j'en parlerai après. Ça veut dire que finalement, en énergie primaire, c'est encore contraire. C'est 0,5 à 1% de 25% de la consommation globale. Oui, mais sachant que ce pourcentage augmente. Rien qu'en France, par exemple, l'électricité sera 55% de notre énergie d'ici 2050. Donc c'est vrai, mais ça augmente en parallèle. Alors, l'autre chose qu'on observe dans plein de pays, c'est qu'en fait, le taux de croissance commence à diminuer. Le taux de croissance des renouvelables commence à diminuer. C'est inquiétant parce que on en est quand même très loin d'où on devrait être. Et ça se rencontre dans plein de pays. Alors, pour différentes raisons. Vous allez avoir des pays comme, je ne l'ai pas montré, mais l'Espagne, par exemple, après la crise de 2008, a arrêté pendant quelques années de déployer quoi que ce soit, parce qu'ils ont arrêté de faire des feed-in tarifs, faire des subventions, et donc ils sont arrêtés complètement, c'est redémarré. Mais structurellement, et même au niveau mondial, on commence à voir qu'on passe sur des pentes qui sont un peu plus lentes, alors qu'on est très loin de l'objectif, puisque les renouvelables ont passé pour la première fois l'an dernier, donc renouvelables, c'est éolien et photovoltaïque. Pour la première fois l'an dernier, c'est 10% de l'électricité mondiale. Donc on est encore très loin, et encore une fois, c'est que 10% de l'électricité. L'électricité, c'est que 20% de la demande. Donc on est encore très loin de ce qu'il faudrait avoir, mais on commence à avoir des signes d'essoufflement un petit peu de certaines filières. Et ce n'est pas totalement surprenant, parce qu'une technologie, ça se déploie selon une courbe en S. Alors souvent, on pense en exponentielle, et en disant,
plus 20% par an, je fais ça sur 30 ans, ouais, ça fait un beau graphe. Mission problem solved, en gros on peut être 100% renouvelable dans 40 ans, hein, comme ça, ou dans 20 ans, c'est assez facile. En réalité, c'est pas ça. Déjà, vous avez une longue période, et je vous l'ai montré, d'incubation. Il faut déjà développer les choses. Il faut que vous rencontriez votre marché, et ça, c'est pas le cas de toutes les technologies. Si vous le rencontrez, là, vous êtes sur une phase intéressante parce que votre taux de croissance, il augmente chaque année au départ. D'accord ? Vous êtes plus sur une hyperbole, c'est-à-dire que le taux de croissance, en pourcentage, il augmente chaque année jusqu'à atteindre un point où vous atteignez le maximum du taux de déploiement et que vous êtes capable de maintenir pendant quelques années. D'accord ? Donc, ça va être le point d'inflexion de la courbe. Pendant quelques années ou pendant une certaine période, je suis capable de maintenir ce maximum. Et après, qu'est-ce qui va se passer ? J'ai une taille de marché maximale, et quand je m'en approche, au fur et à mesure, mon taux de croissance diminue. Ça peut paraître un peu pédantique de ma part de vous expliquer ça, mais il y a deux implications importantes. C'est que il faut absolument s'assurer qu'on est capable de maximiser la durée sur laquelle on maintient la vitesse maximale et de maximiser cette vitesse. De deux, ça vous dit que si vous êtes sur cette phase-là, et que vous prenez une exponentielle comme extrapolation, vous faites une erreur parce que vous oubliez le fait que ça va ralentir structurellement. Donc oui, vous allez ajouter plus de capacité, mais en pourcentage moins au fur et à mesure. Et vous pouvez vous amuser en devoir, si vous voulez, après. Vous prenez les chiffres de 2015 pour les renouvelables et vous prenez ce qu'on aurait pu attendre sur une exponentielle pure et vous verrez qu'on est 2 fois plus bas que ce qu'on aurait pu être. L'autre chose qui est extrêmement importante, c'est qu'est-ce qui se passe quand on arrive là ? Tant que vous faites quelques pourcents du marché de l'énergie, vous embêtez personne. Là, si je caricature un petit peu, et je caricature vraiment, je le dis, que les renouvelables fonctionnent ou pas en France en ce moment, ça ne fait pas grand-chose, c'est une petite partie de notre électricité. Encore une fois, je caricature. Mais quand vous faites 1 ou 2% de l'électricité, on est capable d'aller chercher sur une interconnexion, d'accord ? C'est pas très très grave. Donc là, vous pouvez déployer très vite, vous embêtez pas grand nombre. Quand vous commencez à faire une part significative du marché, qu'est-ce qui se passe ? Vous prenez la place de quelqu'un d'autre. Donc soit la demande augmente et vous venez ajouter à la demande, et là c'est intéressant, sauf que si vous ne remplacez rien, vous faites juste à ajouter à la demande. Ou alors, et ça c'est la chose dont on ne parle pas assez, il faut fermer des installations. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il va bien falloir arrêter de fabriquer des centrales à charbon, si on veut décarboner. D'accord ? Le tout n'est pas de les garder et de mettre quelque chose au-dessus, parce que ça ne change rien au niveau émission. Et c'est ça qui va définir ce point-là, c'est la compétition avec des actifs échoués, ou des actifs qui peuvent devenir échoués, parce que vous avez installé des centrales à charbon. Et des centrales à charbon, on en construit énormément, principalement en Chine, mais on en construit encore dans les autres pays. Quelques ordres de grandeur pour bien comprendre ce que ça représente en actifs échoués. Entre 2004 et 2016, la Chine construisait entre 40 et 80 gigawatts par an de centrales à charbon. 60 gigawatts, c'est la puissance installée du parc nucléaire français. D'accord ? Donc sur 11-12 ans, la Chine ajoutait tous les ans en charbon la capacité de notre parc nucléaire. Même en Chine, une centrale, c'est quelques milliards de dollars, une centrale à charbon. C'est prévu pour durer 30, 40, 50, 60 ans. Les plus vieilles centrales à charbon aux États-Unis, elles ont 70 ans, elles tournent encore. On les arrête parce que le gaz est moins cher, mais à la base, elles fonctionnaient. Et là, vous voyez tout de suite le problème que vont avoir ces pays-là, c'est des actifs échoués, c'est-à-dire qu'il va falloir trouver un mécanisme pour trouver ces installations. On estime que si on prend l'ensemble des centrales à charbon dans le monde, on a à peu près 2100 gigawatts, donc 2 fois la puissance installée aux États-Unis en centrales à charbon dans le monde. D'accord ? C'est 40% de l'électricité mondiale. C'est énorme pour le charbon. Si on prend l'ensemble des centrales qui sont en construction, il y en a encore pas mal, on va faire monter d'ici quelques années la production. Et ensuite, on dit voilà, les centrales vont durer 50 ans. On dit 50 ans, ça paraît pas mal pour une centrale, au bout de 50 ans, on l'arrête. Vous voyez qu'en fait, on aura encore du charbon jusqu'en 2080. C'est la courbe grise. Si on voulait rester sur un scénario à 2 degrés, parce que le charbon émet énormément de CO2, il faudrait avoir diminué la capacité du parc en charbon d'ici 2040-2042. 20 ans, pour fermer 1000 gigawatts de charbon. Si on était sérieux et qu'on voulait rester, qu'on dise 1,5 degré, c'est quasiment 90% du parc qui a fermé en 18 ans. D'accord ? Et plus une centrale à charbon ou presque en 2050. Quelques centrales à charbon, vous allez capter du CO2, mais économiquement, c'est compliqué. Si on calcule combien ça représente, c'est 1400 milliards, ce scénario-là, c'est 1400 milliards de dollars qu'il faut trouver pour fermer les centrales à charbon. Alors après, on peut discuter, est-ce que c'est facile de trouver autant d'argent ou pas, je ne sais pas, mais il faut bien que quelqu'un, à un moment ou à un autre, paye pour que ça fonctionne, ou subventionne la personne qui a investi dans la centrale à charbon.
D'ailleurs, il y avait un petit jeu récemment, il y a pas mal de gens qui commençaient à acheter des mines pour les fermer ou des centrales pour les fermer. Alors maintenant, vu le prix du gaz, c'est plus à la mode. Mais il y avait des petites, c'est des petites choses. Il faut fermer l'équivalent de 4500 centrales. L'autre chose qu'on peut se demander, c'est est-ce qu'on a déjà fait quelque chose qui ressemble à ce qu'on doit faire? Est-ce qu'on a des exemples de pays, on va regarder que au niveau des pays, qui ont décarboné suffisamment vite et qui ont vraiment remplacé les fossiles, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas ajouté à quelque chose d'autre, parce que sinon, encore une fois, ça ne remplace pas grand-chose. Alors c'est extrêmement compliqué, c'est une analyse qui a été faite sur 70 pays. Est-ce qu'il y a des précédents historiques? Oui, il y en a quelques-uns. Sur des périodes de 10 ans, oui, il y en a. Alors la France, c'est un exemple, par exemple. Les Pays-Bas sont un très bon exemple. Le problème, souvent, c'est que les exemples historiques sont dans des situations très précises. Une demande qui augmente très fort. La France est le parc nucléaire, la demande en électricité a augmenté très fort. Le Pays-Bas, quand ils sont passés du charbon au gaz, la demande en électricité a augmenté très fort. Donc souvent, c'est des pays qui ont une demande très forte et qui augmentent très fortement. Et souvent, c'est aussi des pays qui sont plutôt passés du gaz du pétrole, du charbon au gaz. D'accord ? Donc on n'a pas complètement enlevé des fossiles, on a juste pris des fossiles qui émettaient un peu moins. C'était bien, mais c'est encore qu'une partie du chemin. Et donc au final, il n'y a que très peu d'exemples, c'est des tout petits pays en vert qui, eux, ont fait ce qu'il fallait avec des renouvelables. Et sinon, dans les gros pays, les seuls qui ont réussi à aller dans le bon ordre, c'est les pays qui ont fait du nucléaire. Et on voit bien maintenant la problématique, c'est que il faut savoir comment on relance la filière nucléaire, par exemple. Qui, dans tous les pays, s'est développée très fortement, encore une fois, dans des pays qui avaient une demande qui augmentait. Et ça va vraiment être un peu la difficulté des pays à venir maintenant. Alors oui, la demande en électricité va augmenter dans les pays développés, ça va peut-être aider à déployer plus vite. Mais à demande constante, c'est compliqué de déployer fort parce que vous n'êtes pas tenté d'investir. Puisque votre demande ne change pas et vous avez déjà les installations. Vous n'êtes pas très tenté de refaire des nouvelles choses. Juste si on illustre les promesses des différents pays, le trait bleu vous montre quand ils ont prévu d'avoir 100% d'électricité, encore une fois c'est l'électricité bas carbone. Il y a l'Europe, les États-Unis, la Chine, alors c'est plus loin, la Chine c'est 2040 là aussi. Vous voyez les trajectoires historiques et où il faut aller. D'accord ? On est sur des choses qui sont quand même très compliquées. Et des choses qu'on n'a pas déjà fait. Les États-Unis avaient annoncé des gros plans, l'Europe aussi, il faudra voir jusqu'où on va. Alors les États-Unis sont plus bas que nous en termes d'énergie bas carbone, mais il y a vraiment un défi à aller plus vite. Ce qui va nous aider, alors qu'est-ce qu'il faut pour que les choses se développent plus vite? C'est qu'elles ne soient pas chères. D'accord? Qu'économiquement, si quelque chose n'est pas cher, on est plus tenté de développer. Et là, on est aidé, c'est que le prix des énergies renouvelables en particulier, le solaire photovoltaïque, on en parlera après, c'est le meilleur exemple, 90% de baisse des coûts des panneaux en 10 ans. Si on prend depuis le premier panneau en 1958, c'est un facteur 10 000 de diminution des prix. C'est quelque chose qui est assez impressionnant. Le solaire concentré, ça a pas mal baissé aussi. Alors l'éolien, ça baisse, mais moins vite. Ce qui est intéressant, c'est que dans beaucoup de pays, alors c'est en coût actualisé d'électricité, c'est pas en coût système complet, mais en coût actualisé, les renouvelables sont moins chers dans beaucoup de pays que les énergies fossiles. S'il n'y avait pas de lobby du charbon en Inde, ils n'auraient aucun intérêt à faire du charbon. Le photovoltaïque est beaucoup moins cher en Inde que le charbon. Sauf qu'il y a un lobby. Est-ce que vous prenez en compte les coûts à l'instant T ou est-ce que vous prenez en compte les coûts futurs actualisés à nous aujourd'hui qui tiennent compte de la rareté des matières premières nécessaires pour développer le solaire et l'éolien? Alors, entre les deux, parce que c'est difficile de prévoir ce qui va se passer sur les métaux, c'est une très bonne question, j'en parlerai juste après. Ce sont les coûts actualisés, ce qu'on appelle les LCOE, les coûts actualisés sur la durée de vie, d'accord? Et donc à coût présent. On peut faire quelques hypothèses sur comment ça va changer, mais c'est difficile. Et je vous montrerai après pourquoi il faut faire attention avec ça. Parce qu'en fait, le solaire, on a déjà eu des problèmes et on est revenu très vite sur la courbe qu'il fallait. Donc juste après. Juste, il faut aussi qu'on parle à service par rapport. Ça vient après. Si on regarde la courbe du solaire, on a souvent tendance à penser en termes de courbe d'apprentissage qui était très bien et très smooth. En fait, 2008, on a eu une grosse période où le photovoltaïque est remonté en coût pour différentes raisons, mais on a réussi à récupérer la tendance. D'accord ? Donc la question est de savoir, est-ce que le prix des matériaux va vraiment être un problème dans le futur? Alors, il y a des raisons de dire oui, mais il y a des raisons de dire non, parce qu'on fait encore énormément de progrès dans le photovoltaïque. Cette année, on est en train de lancer ils vont lancer des cellules plus grosses, on utilise de moins en moins de matériaux, on est en train de remplacer l'argent dans les cellules par d'autres choses. Il y a plein de choses qui se passent qui font qu'on est capable de substituer. Les batteries, c'est un des meilleurs exemples. Tesla a annoncé cette année qu'une grande majorité de leurs batteries pour les Tesla Model 3 aux États-Unis, c'était des batteries fer-phosphate et plus des batteries nickel, manganèse, cobalt.
Pourquoi? Le cobalt explose en prix et c'est très rare, les productions sont limitées. Donc il y a aussi des choses comme ça auxquelles il faut faire attention. Et donc, évidemment, plus on va loin dans le futur, plus c'est compliqué, mais il y a des choses quand même qui peuvent faire que non, on peut encore aller chercher des gains de prix. Et la question, en fait, dans un sens, c'est pas très grave. Si on reste à des prix très bas, pour l'instant, on arrive à des moments où ça devient économiquement intéressant, ou presque. Donc si on peut encore diminuer un peu, après, si on stabilise le prix, c'est déjà pas mal. Donc si les matériaux augmentent, mais que vous progressez en efficacité, si vous arrivez à rester sur ces niveaux de prix bas, c'est pas non plus la fin. Un problème du nucléaire, je suis désolé, c'est une des seules technologies, par exemple, le nucléaire est un vrai problème en termes de coût, parce que c'est une des seules technologies qui a eu un coût d'apprentissage négatif. C'est-à-dire que pendant très longtemps, le coût a diminué, et puis, au plus on en installe en ce moment, au plus on a du mal. Et la question, c'est comment on revient. Il y a plein de choses qui sont en cours, mais ça, c'est une des choses aussi qui crispe un peu dans le nucléaire, c'est comment on peut financer. Ce sont des gros investissements, le coût du capital est cher, et la question, c'est comment on revient un petit peu à quelque chose de plus tendanciel. Oui. C'est un bon point. Ouais. Oui, c'est d'ailleurs la différence entre certains scénarios, c'est est-ce qu'on considère le même coût du capital pour renouvelable et nucléaire, ou est-ce qu'on considère que le nucléaire doit être plus cher, parce que différentes raisons, c'est une vraie raison, et en fait ça c'est pas non plus une constante donnée de l'univers, il y a des choses qui peuvent être faites pour ramener les choses, c'est très fondamental. Les autres barrières qui vont se mettre au développement, c'est par exemple le permitting, le temps d'obtenir un permis de construire pour des éoliennes par exemple, ça c'est aux États-Unis, c'est la courbe noire qui fait regarder. En fait, tendanciellement, ça devient de plus en plus long entre le moment où vous faites la demande, ce qu'ils appellent aux États-Unis la demande d'interconnexion, c'est-à-dire que vous dites au réseau, je vais installer un projet, je suis en train de travailler sur un projet, je vais le connecter là. Et le moment où vous le connectez, la durée augmente de plus en plus, d'accord, structurellement. Donc il y a une vraie question à comment on simplifie les réglementations, sans aller trop loin, parce que, encore une fois, on ne veut peut-être pas mettre une laine juste à côté de chez vous. Et la dernière chose, et je vais finir là-dessus, c'est que ce n'est pas qu'un déploiement de technologie, c'est aussi tout un facteur. L'Angleterre, on peut critiquer les Anglais, mais l'Angleterre, dans le domaine de l'électricité, leurs émissions ont baissé d'un facteur 3 quasiment en 10 ans. Pour plein de raisons. Ils ont arrêté le charbon, ils ont installé du gaz, ils ont installé des renouvelables, leur demande a baissé, le prix du carbone a joué. Et en fait, c'est assez intéressant de regarder effet par effet tout ce qui a joué. C'est pas que le déploiement, la fermeture du charbon, ça a beaucoup joué, c'est aussi le déploiement des renouvelables, c'est aussi le coût du carbone, et c'est aussi le fait que leur demande...